Il avait donc fallu que Paul-Henri atteigne son vieil âge pour qu'il découvre les deux versants de sa personnalité, le versant positif et le versant négatif. Le premier était-il l'ange et le second la bête, comme disait Pascal ? Peut-être, mais il voulait surtout jouer avec sa double vie. Il n'était nullement schizophrène, car il maîtrisait parfaitement chacun des deux personnages. En vérité, il voulait être un magicien, manipulant son double personnage et y prenant le plus grand plaisir. En se regardant dans une glace, ce qu'il faisait décidément de plus en plus souvent, il se souvint du personnage d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, dont il lisait avec passion les aventures quand il était jeune. Toutefois, il dut vite se rendre à cette évidence que Henri pouvait certes être le gentleman, mais que Paul ne pouvait pas être un cambrioleur. Il n'envisagea que quelques instants de faire le nécessaire pour établir une véritable similitude entre Arsène cambrioleur et Paul, car cela l'aurait entraîné dans des aventures nocturnes tout à fait irréalistes. Mais un autre personnage double lui vint alors à l'esprit, de création bien plus récente, car il l'avait découvert au cinéma, interprété par Jerry Lewis, alors qu'il n'avait que 20 ans. Le docteur Jerry se transformant en Mr. Love pour plaire à une jeune fille de ses élèves. Physiquement, ce dernier était très séduisant, tandis que le premier était fort disgracieux, ce qui ne l'empêchait pas d'être en même temps un inventif professeur de chimie. Certes, Paul-Henri ne voyait guère comment transformer Paul en un professeur de chimie. Le projet était encore plus irréaliste que celui d'un Paul cambrioleur. Mais après tout, il suffisait d'oublier le professeur de chimie pour limiter la dualité au domaine du physique. Paul serait le repoussant Dr. Jerry et Henri le séduisant Mr. Love. L'analogie convenait d'ailleurs beaucoup à Paul-Henri, car les deux personnages créés par Jerry Lewis avaient des difficultés à s'organiser pour dissimuler leur parenté, de la même manière que Paul et Henri. Désormais, Henri tenterait donc de rivaliser avec Mr. Love, si possible après une rencontre féminine dans le parc, tandis que Paul en ferait autant avec Dr. Jerry en matière de disgrâce physique et d'apparence. Cette perspective stimulait tout à fait Paul-Henri, et il fallait qu'il peaufine son organisation et gère les deux personnages en prenant d'infinies précautions pour ne pas casser son beau jouet. C'était lorsque Paul partait de la Révence qu'il devait être vigilant à ne pas être aperçu par ses hôtes, car ceux-ci comprendraient alors que le studio avait deux occupants. Il devait sortir de la propriété en franchissant la clôture par une petite porte dont il possédait la clé et qui était toute proche de sa terrasse. Il empruntait alors un petit sentier longeant la haie, à l'extérieur, qui le mettait à 100 mètres de là, sur une grande allée non goudronnée, le ramenant vers le centre du bourg. Dès qu'il était sur cette allée, il ne risquait plus rien, assuré qu'il était de n'y rencontrer que des gens du bourg. Elle aboutissait à un carrefour que tout le monde appelait le carrefour du Grand Figuier, d'où il apercevait l'entrée de la Révence, mais où il ne risquait plus d'être identifié comme Henri par des hôtes. Et il fallait qu'il reprenne le même trajet, en sens inverse, lorsqu'il réintégrait la Révence, avec la même vigilance qu'à l'aller. Lorsque c'était Henri qui circulait dans la propriété, notamment quand il accompagnait ses hôtes jusqu'au portail, le risque était très faible qu'il attire les soupçons des gens du bourg, même s'il passait à proximité, car ils ne le reconnaîtraient pas et seraient convaincus qu'il était un hôte. Mais il fallait malgré tout qu'il évite de trop souvent le faire, car les proches voisins pouvaient remarquer à la longue que c'était le même hôte qu'il revoyait chaque fois. Une autre difficulté était de tromper le personnel de service. Pour la cuisinière, ce n'était guère difficile, car elle arrivait vers 7h30 pour que les hôtes puissent prendre leur petit déjeuner, servi à partir de 8h et jusqu'à 10h, en sorte qu'elle repartait toujours vers 10h30. Avant que Henri sorte dans le parc, entre 10h30 et 11h, il devait simplement s'assurer qu'elle était bien partie, ce qui était facile, car elle parquait sa mobilette devant l'entrée. Pour l'entreprise qui assurait le ménage, le problème était moindre, car elle possédait toutes les clés nécessaires, et le personnel qu'elle utilisait venait de la ville. Il ne risquait pas de remarquer grand-chose, car les femmes de ménage changeaient fréquemment et n'étaient pas du bourg. Le jeu était maintenant bien organisé, mais Paul-Henri lui apporta une dernière touche de perfectionnisme en allant à la ville acheter une perruque grisâtre recouvrant correctement son front et ses oreilles.
Paul la mettrait lors de ses déplacements dans le bourg tout en la couvrant de son vieux chapeau. Il s'appliqua même à la salir pour accréditer une image très négative de vieux qui ne se lavait pas souvent. Commença alors une période aussi charmante qu'excitante de la vieillesse de Paul-Henri. Il fréquentait désormais, dans son personnage de Henri, une micro-société vraiment très relevée. Certains de ses membres ne souhaitaient manifestement pas que leur relation à Henri aille au-delà d'une courtoisie de bon aloi. Mais d'autres n'étaient pas mécontents de le rencontrer, appréciaient son charme et lui manifestaient une grande sympathie. Il lui arrivait même de décliner une aimable invitation que lui faisait un hôte de l'accompagner dans son excursion du jour. Il n'y fit exception que 2 fois, l'une où l'hôte était un célibataire très cultivé et partageant avec lui son goût pour l'opéra, l'autre où un couple assez jeune dont la femme avait dit à Henri qu'il ressemblait beaucoup à son père et lui avait demandé avec une gentille insistance, approuvée par son mari, de les accompagner à une visite d'une chapelle bretonne très connue, Sainte-Barbe du Faouët. Beaucoup des hôtes avec qui il avait eu de véritables rapports lui laissaient leur carte de visite au moment de partir. Henri les gardait toutes, mais il reportait également leurs noms et adresses et numéros de téléphone sur un joli répertoire qu'il avait acheté à cet effet. Après 3 mois, il comportait déjà 50 adresses. Paul-Henri avait une existence bien occupée et épargnée par la monotonie du fait du renouvellement permanent des hôtes. Mais celui-ci avait l'inconvénient de l'empêcher d'établir une relation durable avec eux. Il avait l'impression de ne connaître de relations sociales qu'avec des sortes de fantômes qui disparaissaient de sa vie aussi vite qu'ils y étaient entrés. À cette frustration s'en ajoutait une autre, celle de ne pas pouvoir évaluer vraiment son pouvoir de séduction. Quasiment tous les hôtes étaient en couple, soit qu'ils fussent époux ou l'équivalent, soit qu'ils fussent amants. Et si même la femme montrait un certain intérêt, voire éventuellement une certaine attirance pour lui, il n'y avait guère de chance qu'elle le manifeste en présence de son compagnon. De temps en temps, un hôte seul était client de la rêvance, mais ce n'était jamais une femme, ce qui n'était pas vraiment étonnant. Ce que Paul-Henri attendait de plus en plus, c'était au minimum de se lier vraiment d'amitié avec un hôte célibataire, avec qui il pourrait ensuite garder contact et éventuellement établir une relation durable. Mais bien sûr, il espérait que ce fût une femme célibataire. Et chaque fois qu'arrivaient de nouveaux hôtes, il était impatient de les identifier. Ainsi, peu à peu, le veuf septuagénaire s'impatientait de rencontrer enfin une femme qu'il pourrait séduire. Il en demandait pardon, secrètement, mais parfois à voix haute, à Chantal, car il était convaincu qu'elle était pleine de compréhension pour lui, où qu'elle fût.